Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. Tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est 3 chiffres, un nom. Bond. James Bond. Vous connaissez le nom, vous connaissez le numéro, mais connaissez-vous vraiment la formule magique ? Les fans de l'agent 007 le savent, mais la saga Bond, c'est avant tout un savant mélange, qui comprend entre autres des femmes, des flingues et des martinis, mais aussi de super méchants très méchants au plan machiavélique improbable, des one-liners cool et des costumes bien coupés. En bref, Bond, c'est la quintessence de l'espion de fiction, et bien plus encore, puisque 007 a une place à part dans l'imaginaire collectif et un statut de star mondial que beaucoup d'autres héros de fiction lui envient. Et là, on commence tout de suite avec une petite mise au point. Ça se prononce 007, et pas 007. 0, c'est ça, ou c'est lui. Non, vraiment, ce matricule se prononce à l'anglaise, sinon Bond viendra vous tirer dessus la nuit. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut parler un peu plus de cette saga incroyable. 25 films, 7 acteurs qui se sont succédés entre 62 et 2021, et comme Bond ne meurt jamais, les fans attendent avec impatience la sortie du 26e opus. Sauf que Eon, studio de production historique, ne semble pas très pressé de nous donner plus d'infos au sujet du prochain film. Nope. Il faut dire que Daniel Craig, qui avait enfilé le costard en 2006, vient de tirer sa révérence, et les spéculations quant à son remplaçant vont bon train. En tant que fan hardcore de la franchise, on me demande souvent qui j'aimerais voir enfiler le costume dans le prochain film. Et je réponds toujours que j'ai pas vraiment de préférence. Quel que soit le prochain 00, je serai surprise au début, et convaincue ensuite. Enfin j'espère. Oui, parce que le principe même d'avoir un espion caméléon, c'est d'offrir une perspective différente à chaque interprétation. Dans ce sens, j'ai toujours trouvé que le personnage était assez similaire à celui du Joker dans Batman, qui se réinvente complètement à chaque nouvelle incarnation. Si la formule Bond contient presque toujours les mêmes ingrédients, leur dosage est bien différent selon les acteurs. Et si on parle des deux 00 les plus récents, Pierce Brosnan et Daniel Craig, on voit parfaitement à quel point un même personnage peut changer en même temps que son interprète et son époque. Aujourd'hui, on se replonge dans l'épineux dossier 007 pour savoir ce qui fait un bon James Bond. Et là, plusieurs écoles s'affrontent. Sur les forums, il n'est pas rare d'assister à des discussions aussi âpres qu'un martini lorsqu'on a le malheur de demander qui est le meilleur James Bond. Sean Connery et Roger Moore, les acteurs historiques, ont chacun leurs enthousiastes, tout comme George Lazenby qui n'a pourtant joué que dans un seul film, mais un très bon. Même Timothy Dalton, dans le côté plus sombre et souvent apprécié des fans des romans, tire son épingle du jeu, et c'est pareil pour Pierce Brosnan et Daniel Craig, qui ont chacun pas mal de fans. Le premier, c'est le Bond des 90s. 4 films entre 95 et 2002, avec un ton relativement léger et un côté playboy extra smooth parfait pour la fin du millénaire. Wow. Alors forcément, en 2006, le changement d'ambiance a dû être un peu brutal. Brosnan a cédé son costard et son Walter PPK à un Bond bien plus sombre, plus sérieux et plus blond. C'est Daniel Craig, dont l'ère s'est achevée en 2021 avec la sortie de No Time to Die, ou Mourir peut attendre si vous avez fait anglais LV2. L'acteur aux yeux bleus aura quant à lui incarné l'espion dans pas moins de 5 films. Et comme vous pouvez vous en douter, le grand écart entre son interprétation et celle de Brosnan ne plaît pas à tout le monde. Dans le petit monde des communautés en ligne dédiées à Mr. Bond, on trouve des fans de Craig qui peuvent pas voir Brosnan en peinture, et réciproquement. Alors pourquoi tant de haine ? Et qu'est-ce que tout ça augure pour le prochain Bond ? Et d'ailleurs c'est quoi un bon James Bond ? C'est l'heure de se plonger dans la guerre des 007. Et ça passe par une petite rétrospective. Let's go. Nous sommes en 1995. La France n'a encore aucune étoile sur son maillot de foot, la moitié de la planète porte encore des salopettes, mais James Bond, lui, n'est pas à la fête. Le dernier épisode en date, c'est Permis de tuer, qui date de 1989, 6 ans déjà. Et oui, parce qu'il a fait l'un des plus gros flops de la saga. Interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis et jugé trop sombre avec ses morts parfois tristement réalistes, et parfois tout simplement dégueulasses, après le flop vient l'impasse. Le studio Eon ne veut surtout pas recommencer les mêmes erreurs. Et la franchise a bien besoin d'une nouvelle direction, sans quoi l'agent pourrait tirer sa révérence. La réponse aura un nom irlandais et un sourcil relevé. C'est Pierce Brosnan, qui avait déjà rencontré les producteurs au moment du tournage de Rien que pour vos yeux, en 81, parce qu'il avait été présenté par sa femme de l'époque, la James Bond girl Cassandra Harris, malheureusement morte depuis. 14 ans plus tard, Brosnan, lui, est bien devenu 007, et GoldenEye marque un comeback totalement réussi pour l'espion. Réalisé par Martin Campbell, le film suit Bond, qui, trahi par son ancien meilleur ami qu'il croyait mort, tente de désactiver des satellites ultra puissants. Et oui, il y a Sean Bean en grand méchant du film, et bien sûr, il meurt. Bah oui, c'est sa formule à lui. En plus, Sean Bean, il meurt pas n'importe comment, s'il vous plaît. Il est écrasé par sa propre antenne satellite après en être tombé, parce qu'on n'est jamais trop sûr. Que vous dire d'autre ? Même 28 ans après sa sortie, le film a des séquences d'action toujours aussi mythiques, à base de tanks, de sauts de barrage, de trains qui déraillent et d'étranglements entre les cuisses de l'incroyable femme fatale Xenia Onatopp, clairement une des meilleures méchantes de la saga et une menthe religieuse à la hauteur de Bond campée par Famke Janssen.
GoldenEye nous offre aussi, du point de vue humour, moult engueulade de la nouvelle boss de Bond, M jouée avec charisme par Judi Dench, qui est au moins aussi violente que le tank. Et pour éviter que cette vidéo ne dure 7 heures, je ne vais pas vous en dire tellement plus sur mon film de 007 préféré. Sachez simplement qu'en termes de formule magique, tout y est. Un Bond classé suave, des scènes d'action mémorables même après autant de films, une chanson marquante de Tina Turner, des méchants hilarants et originaux, une James Bond girl pleine de ressources qui sait programmer des satellites, et même ce sweatshirt ignoble du hacker Boris qui hante encore aujourd'hui mes cauchemars. Tout y est, je vous dis, et tel un barman agitant son vodka martini au shaker et pas à la cuillère, Martin Campbell insuffle même au film un petit plus impalpable, qui fait que la magie opère, et que dès son premier essai, Pierce Brosnan est James Bond. Il offre une interprétation tout en classe et en humour, qui tranche avec le personnage sombre de Dalton et renoue un peu plus avec les racines de Sean Connery, pour la prestance, et Roger Moore, pour la légèreté. Le Bond de Brosnan continuera de s'affirmer comme le playboy, l'espion le plus espiègle, dans les 2 volets suivants. Le premier, c'est Demain ne meurt jamais, qui est sorti en 97 et devait s'appeler Demain ne ment jamais jusqu'à ce qu'une secrétaire ne se gourre et que ça fasse marrer l'équipe. On trouve ici Bond allié à la spectaculaire Michelle Yeoh dans le rôle de l'agent Wei Lin, qui aurait dû être l'égal de l'agent 007 mais a besoin de se faire sauver toutes les 15 minutes, un petit gâchis. Pour le méchant, Exit Sean Bean, ici on a le droit à un magnat des médias mégalomane. Non, pas lui. Non, pas lui non plus, on est en 97. Lui, c'est Elliot Carver, inspiré par Rupert Murdoch, qui est joué par un Jonathan Pryce survolté qui a toujours été ma partie favorite du film. Vous pouvez rajouter au casting l'actrice Terry Hatcher et d'autres sous-fifres plutôt cool, et vous obtenez un métrage qui est indéniablement fun et bien fait, mais plus oubliable que GoldenEye. Il a moins de séquences d'action iconiques et un scénario plus générique et moins personnel que le film précédent. Je vous le disais, l'ère Brosnan elle est vue comme plutôt légère, pleine de jeux de mots et de conquêtes sans lendemain. Mais l'espion qu'on y aimait, il perd, physiquement ou à travers les trahisons, des proches dans tous ses films, et ça, on l'oublie trop souvent. Après son meilleur ami Alec, devenu un grand méchant dans GoldenEye, il retrouve brièvement ici son ancien amour Paris. Devenue la femme au foyer désespérée d'Elliot Carver, le personnage de Terry Hatcher n'est pas heureuse avec son mari, et finira par le tromper avec Bond, avant d'être tué par un Carver machiavélique. Bon, quand je vous parle de perte d'être cher et d'émotion, la séquence où Bond trouve le corps de Paris ne dure pas plus de quelques minutes, et bien moins que toutes les blagues du film mises bout à bout. Mais elle offre une approche assez personnelle du personnage, qui cesse d'être la silhouette de 007 et adopte une identité plus humaine. On pourrait croire que cette tendance a commencé avec les films, mais elle était déjà bien présente dans les romans originels, où, entre autres, James Bond perd la femme qu'il aime et se prend un râteau interstellaire alors qu'il commençait à s'attacher. À croire que même son sourcil relevé n'est pas irrésistible. Cette vulnérabilité de Bond, Brosnan continuera à essayer de l'explorer dans Le Monde ne suffit pas, un film sorti en 99. Même si je sais que beaucoup de fans apprécient particulièrement cet opus à la séquence pré-générique totalement incroyable, je dois bien vous avouer que le grand écart entre le pathos et l'humour, qui frise parfois la débilité, commence à trop se voir pour moi. Ici, Bond tente de protéger l'héritière Elektra King, Sophie Marceau, et en tombe amoureux. Elle a survécu à un enlèvement, mais Bond se rend bien vite compte qu'elle est en fait alliée au méchant du film, Renard, Robert Carlyle, que vous avez peut-être déjà vu sans ses vêtements dans The Full Monty. L'idée de voir Bond trahi encore une fois par un proche est intéressante, mais elle fait un peu doublon avec GoldenEye sorti seulement 4 ans auparavant. Et ce d'autant plus que le personnage d'Electra phagocyte totalement celui de Renard, qui devient vraiment un méchant random de l'univers Bond. Boring. Quant à l'autre James Bond girl du film, c'est une Denise Richards en scientifique nucléaire, encore un clin d'œil à GoldenEye, en moins crédible. Franchement, vous avez plus de chances de vous marrer que de réviser vos cours de physique avec elle. Et c'est ce décalage entre le kitsch typique des années 90, assorti au côté playboy suave de Brosnan, et le fond plus sérieux à base de trahison et d'amour qu'essaye de proposer le film, qui a du mal à passer pour moi. La formule ne sera pas mieux dosée 3 ans plus tard, dans Meurt un autre jour. Si 007 était un martini, ce film serait ivre-mort. Le 20e opus de la saga, qui fête aussi ses 40 ans à l'écran, est rempli à ras-bord de clins d'œil ultra lourds au film précédent. Message de santé publique. Ne tentez jamais un jeu à boire devant ce film, où vous finirez plus défoncé que Renard lui-même. Ici, Bond est trahi par une taupe du MI6 et torturé en Corée du Nord. Une fois tiré d'affaire, il est déterminé à trouver qui a bien pu le balancer, malgré l'opposition de sa hiérarchie, et remonte jusqu'au Golden Boy Gustav Graves, dont le surjeu constant et l'armure d'Iron Man font un excellent méchant, Austin Powers. On atteint le summum du mauvais goût avec une voiture invisible, Zhao, un homme de main loin d'être brillant, et une Halle Berry totalement sous-utilisée en espionne de la NSA, censée être l'égale de Bond, encore, mais qui ne sait pas faire grand-chose à part enfiler des tenues moulantes pour se faire sauver toutes les 10 minutes. Un total gâchis qui vire au naufrage. Oh mon dieu, mais regardez-moi cette CGI, elle est dégueulasse! Seule rescapée, la très jeune Rosamund Pike, déjà froide avant même de disparaître dans Gone Girl, qui nous offre un tout petit peu de profondeur au milieu de ce navet. Ici, le kitsch atteint son paroxysme dans l'un des pires épisodes de toute la saga. Si l'idée d'un Bond marqué par son séjour en Corée du Nord et l'abandon de son gouvernement fonctionne plutôt bien sur le papier,
elle est bien trop peu exploitée et devient tout simplement risible quand on voit la débilité du reste du scénario ambiant. J'avais presque réussi à oublier le caméo de Madonna après toutes ces années. Et le bilan alors ? Vous l'aurez compris, les films de Brosnan sont à l'image des années 90, une période de transition entre la folie des années 80 et des années 2000 où une atmosphère plus sombre et moins optimiste va s'installer peu à peu. Mis à part GoldenEye, aucun ne se trouve dans mon top 10 personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos top 10 en commentaire, comme ça on pourra comparer. Je trouve les métrages plutôt datés, et j'ai définitivement du mal à prendre les turpitudes de Brosnan au sérieux dans ses films. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître étant donné tout le mal que je viens d'en dire, il reste un de mes acteurs de 007 préférés, au même niveau que Roger Moore, c'est dire. Son charisme et sa prestance en font un excellent Bond, avec ce petit charme à l'anglaise et cette sophistication qui sépare 007 des autres espions au cinéma. Le James Bond de Pierce Brosnan a aussi su réinjecter du fun dans une franchise en mal de légèreté, et si les moments d'émotion dans ses films tombent souvent à plat, ce n'est que rarement à cause de l'acteur lui-même qui sait être touchant. Bon, sauf quand il en fait des caisses dans Meurt un autre jour. En écrivant ma chronique, j'ai réalisé à quel point ces films, même imparfaits, me sont sympathiques. Et il suffit de faire un petit tour sur le Bond Twitter, un endroit bien plus dangereux que n'importe quelle base du spectre, pour savoir à quel point Pierce Brosnan reste une référence parmi les fans. Mais si on revient en 2002, les producteurs, eux, n'étaient pas ravis de sa dernière performance. Nope. Et malgré le bon box-office qui aurait pu lui permettre de rempiler, il en fut autrement. Comme l'expliqua la productrice Barbara Broccoli, il était temps d'insuffler du changement dans la franchise. Et c'est ainsi que 4 ans plus tard, en 2006, le monde ébahi découvrait James Bond. Les cheveux blonds de Daniel Craig ont provoqué un mini-séisme à l'époque. Croyez-le ou non, certains fans parlaient de boycotter Casino Royale à sa sortie. Et ils avaient bien tort, car la première apparition de l'acteur britannique à l'écran inaugure une ère nouvelle. Fini le CGI kitsch et les blagues potaches. Le Bond de Craig, il est plus noir et plus violent que jamais. On suit ici un tout jeune espion qui gagne ses galons de 00 à coups de Walter PPK et de sang sur les murs, en tentant de stopper un Matt Mikkelsen borgne prêt à tout pour financer des terroristes. Pas la mission la plus fun. Encore une fois, la magie Martin Campbell opère, et le film renoue enfin avec de vrais enjeux, en plus d'offrir un regard assez intéressant sur la naissance d'une légende comme 007. Bien sûr, la pièce centrale de Casino Royale, c'est la relation entre Bond et l'incroyable Vesper Lynd, une expert comptable trouble jouée par Eva Green. Vous connaissez l'histoire. Au début, il s'envoie des piques, puis il se rapproche suite à une attaque à la machette, romantique, et enfin il file le parfait amour à Venise, et Bond démissionne. Ah non pardon, ça c'est jusqu'au moment où Vesper trahit Bond pour sauver son ancien amant aux prises avec une organisation criminelle. Les histoires d'amour finissent mal au MI6. Du coup, on retrouve un Bond en deuil et bien décidé à se venger, et c'est d'ailleurs son unique motivation dans Quantum of Solace, sorti 2 ans plus tard. Le film le plus court de la saga, seulement 1h46, n'a pas le temps de raconter grand chose, mais c'est pas grave parce que son montage épileptique tuait dans l'œuf toute ébauche de scénario. Pas de quoi se consoler de la mort de Vesper Lynd d'ici. Les bastons sont mal filmés, l'intrigue oubliable, et on a droit à une James Bond girl plutôt forte, mais pas assez originale pour qu'on en ait plein les yeux. Ah, et en parlant d'yeux, ceux de Mathieu Amalric, en grand méchant, semblent à 2 doigts d'aller faire un foot pendant la plupart du métrage. Le réalisateur Mark Foster essaie bien de nous parler de pénurie d'énergie et de guerre des ressources, mais le résultat est dur à regarder et encore plus à apprécier. Quant à Bond lui-même, il se défend avec ses armes, malgré la platitude du scénario. Daniel Craig incarne encore un 007 torturé qui a de plus en plus de mal à trouver du sens dans ce qu'il fait. Rien de bien original, mais il le fait plutôt bien. Le meilleur aspect du personnage, c'est la relation quasi filiale qu'il entretient avec M, alias Judi Dench, qui passe, vu le ton du film, beaucoup mieux qu'avec Brosnan, qui lui était à son meilleur quand les deux pouvaient pas se sentir. Mais logiquement, l'espion incarné par Craig, il fait pas l'unanimité chez les fans. Certains le jugent trop fragile et pas assez séducteur. Dans Quantum of Solace, notre homme endeuillé ne fait d'ailleurs qu'embrasser Olga Kurylenko. Alors 007, ce sacré numéro, serait-il tombé en dépression ? Le début de Skyfall peut suggérer, parce qu'une mission de Bond tombe littéralement à l'eau. Mais l'espion se relève et reprend du poil de la bête lorsque M est menacé par une de ses anciennes connaissances. Pour la petite anecdote personnelle, Skyfall est le premier Bond que j'ai vu au cinéma. Si vous étiez dans la salle avec moi ce soir d'octobre 2012, encore désolé d'avoir lâché mes popcorns, j'étais sortie de mon corps. Et oui, parce qu'esthétiquement, le film de Sam Mendes est absolument impeccable, et il offre une parabole très intéressante sur la reconstruction d'un agent, qu'on a jusque-là seulement vu inexpérimenté puis vulnérable. Bien sûr, Skyfall ne suit pas la formule de Bond à la lettre. Il a un rythme plus lent et une intrigue plus centrée sur les personnages que sur une menace mondiale. C'est peut-être Xenia qui décrit le mieux ce cocktail. Le résultat, c'est que certains fans trouvent que Craig s'éloigne encore une fois trop d'un assassin froid dans ce film, et que certaines scènes d'action de Skyfall ne sont pas assez spectaculaires. Autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas du tout d'accord avec ce bilan. Le film renouvelle bien la formule classique de Bond, tout en conservant les éléments les plus importants, notamment un méchant dantesque de Javier Bardem, qui a même son QG comme les mégalos des années 80, que du bonheur. On a aussi des James Bond girls qui passent au stade ladies, malgré une Bérénice Marlowe sous-utilisée, regret encore une fois,
Et bien sûr, on a M elle-même, dont le destin est plus que jamais lié à celui de 007. Si vous êtes aussi fan de la saga Mission Impossible, d'abord, allez voir ma vidéo précédente, et surtout, je trouve qu'on peut faire un parallèle très intéressant entre Skyfall et le 5e opus de la saga Impossible, Rogue Nation. Dans les deux cas, les héros se retrouvent face à des méchants qui leur offrent un miroir déformant d'eux-mêmes et les forcent à questionner leur loyauté envers leur hiérarchie. Ils sont aussi attirés dans les ennuis par la volonté de protéger une femme forte à laquelle ils tiennent, de façon platonique, j'espère, dans le cas de Bond, et l'acte final des deux métrages est aussi moins impressionnant que d'habitude dans leurs sagas respectives, parce qu'il est plus porté par des enjeux personnels que par une volonté de tout faire péter. C'est là où, à mon sens, Daniel Craig réussit pleinement. Skyfall est centré sur Bond en tant que personne, et ça convient parfaitement à l'interprétation de son acteur et à la direction que lui veut donner à la franchise. Le film trouve un juste dosage entre l'action et un scénario plus posé qui lui permet de donner de vrais enjeux à l'aventure de 007. Craig, toujours à l'aise, arrive même à nous offrir quelques moments plus légers en interagissant avec de nouveaux arrivants. Les films de Brosnan avaient tenté de faire pareil 20 ans avant, mais ils sombraient trop souvent dans la surenchère kitsch pour être crédibles lors des séquences émotions. Pour Craig, c'est malheureusement l'inverse qui va se produire. Je sais que si certains fans n'aiment pas Skyfall, c'est aussi parce que le film a ouvert une sorte de boîte de Pandore qui avait déjà été façonnée par les deux métrages précédents. À partir de 2015, on va se concentrer beaucoup plus sur les sentiments, la famille et les relations de Bond, au point d'un peu oublier 007. La parfaite illustration, c'est Spectre. C'est toujours beau, c'est toujours dark, Daniel Craig est plus à l'aise que jamais, c'est pour moi sa meilleure perf, mais on vire à la psychothérapie familiale en oubliant un peu de s'amuser. Ici, Christophe Waltz incarne Blofeld, le chef du groupe terroriste Spectre et le némésis de Bond. Mais il offre une interprétation plutôt terne et je trouve qu'elle manque de relief, c'est quand même un comble quand on connaît le potentiel de cet acteur et sa filmographie. Le film retombe même dans les vieux travers des années 90 en essayant de nous caser de la relation personnelle à tout va pour créer des enjeux. En vrac, on trouve Madeleine Swann qui est Léa Seydoux en grand amour moins convaincant qu'Eva Green, et Blofeld qui est en fait le frère adoptif de Bond. Oui, je sais, c'est littéralement le même scénario que dans Austin Powers. Vous croyez que les scénaristes l'ont fait exprès? On a aussi tout un tas de séquences tire-larme qui parlent de l'enfance de Bond, le pauvre, c'était pas facile, mais de héros déprimés à déprimants, il y a qu'un pas. Les scènes d'action restent fluides, puisque Sam Mendes reste lui aussi, on notera une très belle séquence pré-générique qui aurait fait du film un meilleur court-métrage. Le final est grand guignolesque à base de MI6 qui va exploser et il se finit par Bond qui épargne son frère? Attendez, quoi? Prends un Snickers, James, tu n'es plus toi-même. Ouais, là on perd un peu le côté 00 et l'essence même de Bond. Vous savez, un super espion qui se pose parfois des questions mais reste prêt à tout pour accomplir sa mission. C'est pas vraiment No Time to Die qui va changer la donne de ce côté-là. Et attention, on va ressortir l'alerte spoiler, même si le film est sorti il y a plus de 2 ans et que franchement vous ne ratez pas grand-chose. Ici, la vodka martini vire au blédina, puisqu'on retrouve Bond, papa, qui essaye désespérément de protéger Madeleine et sa fille Mathilde. L'idée d'explorer les connexions personnelles du personnage, encore une fois, elle est bonne, mais là c'est tout le film qui devient une thérapie de groupe, et qui a aussi bien trop de personnages pour qu'on puisse s'y attacher. Tant et si bien que même la mort de Felix Leiter, l'allié de Bond à la CIA, passe totalement inaperçue dans cet océan de proches. Seule Ana de Armas tire son épingle du jeu alors qu'elle a pourtant un tout petit rôle, mais nous offre une espionne de la CIA drôle et unique. Comme vous pouvez vous en douter, exit l'espion solitaire donc. Dans No Time to Die, on voit Bond essayer d'interagir avec le nouvel agent 007, puisque lui a pris sa retraite, c'est Nomi, avec une Lashana Lynch au rôle aussi fin que le scénario de Quantum of Solace. Ouch. À force de trop vouloir injecter de l'émotion et de nous présenter des personnages dans tous les sens, le film finit par perdre ses enjeux et sa formule, et le meilleur exemple, c'est son méchant totalement oubliable en la personne de Rami Malek. Un autre beau gâchis. Il a un masque sorti tout droit du fantôme de l'opéra et un plan des plus obscurs à base de nanobots qui infectent des gens, mais en fait il s'en sert contre les méchants, mais attendez, du coup c'est pas un gentil. Oh, puis on s'en fout. De toute façon, James Bond meurt à la fin. Ouch. Oui, dans un twist qui m'aura fait lâcher mes popcorn, pour toutes les mauvaises raisons cette fois-ci, l'espion ne vit pas 2 fois, et il se fait sauter pour protéger femme et enfants. Sa mort en elle-même, sur une île qui explose, est assez grand guignolesque et totalement vide de sens, puisque Bond aurait simplement pu couper contact avec ses proches. Je sais qu'elle a probablement été pensée comme l'originalité ultime, mais elle sonne plus à mes oreilles de fan comme une trahison et une panne sèche de créativité. Et ça me fait mal de l'admettre, parce que Daniel Craig lui-même a été très impliqué dans les choix scénaristiques du dernier film. C'est même lui qui aurait insufflé l'idée d'un Bond père de famille. Je salue l'idée d'offrir une interprétation personnelle de l'agent, et l'investissement énorme de Craig dans le rôle. Surtout que Brosnan avait été lui bien plus happé par les décisions des studios. Bon, maintenant, je peux pas vous dire que le résultat me reste convaincu, je fais à peu près la même tête que M. Là, on s'éloigne selon moi beaucoup trop de l'essence et de la formule de 007. C'est une chose d'avoir un agent qui se pose des questions sur le bien fondé de ses missions, c'en est une autre qu'il démissionne littéralement un jour sur 2. Bon, et de toute façon, comme nous annonce la fin de No Time to Die, Bond reviendra. Alors le roi Craig est mort. Vive le roi Craig? Eh pas vraiment. J'ai grandi avec Daniel Craig comme 007, et pour moi, il est James Bond, avec un costard bien à sa taille. Mais ces films, et leur côté auto-centré, me paraissent franchement très inégaux. Je comprends pourquoi certains fans un peu plus âgés ont du mal avec, et j'ai un peu peur qu'ils ne vieillissent mal et ne paraissent faussement torturés et complexes pour rien dans 10 ans.
C'est une bonne idée de questionner la pertinence de Bond et son rôle dans un monde où les gentils et les méchants ne sont plus du tout clairement définis. C'est d'ailleurs une chose que GoldenEye et Skyfall font très bien, ce qui explique probablement mon amour pour ces films. Mais je trouve ça plutôt triste de voir que ni les métrages de Brosnan ni ceux de Craig n'arrivent vraiment à répondre à cette question et à justifier l'existence de 007, surtout dans leurs derniers épisodes respectifs. Malgré tout ça, j'aime profondément ces deux acteurs. Je vous avoue que j'ai une préférence pour Brosnan qui pour moi gagne la guerre des Bonds parce qu'il est plus classe, plus drôle et plus typiquement british. Mais la force brute de Craig était parfaite pour le début du millénaire, et les films d'action plus sérieux qui vont vers cette décennie qui est quand même un peu plus sombre. Surtout qu'on l'oublie trop souvent, mais l'essence même de James Bond, c'est d'évoluer au fur et à mesure des acteurs et des années, pour ne pas paraître trop en décalage avec son époque. C'est cet amour inexpliqué pour deux acteurs dont je suis loin d'apprécier tous les films qui me ramènent à la question initiale. C'est quoi au juste la formule d'un bon James Bond? Eh bien, force est de constater que tous les ingrédients, femmes, méchants, bases secrètes et explosions, beaucoup d'explosions même, ne suffisent pas, sinon No Time to Die pourrait clairement être le meilleur film de la saga. En fait, bien plus qu'une formule, c'est surtout une question d'incarnation et d'alchimie avec l'acteur, d'un je ne sais quoi qui fait qu'encore aujourd'hui je peux regarder En me marrant meurt un autre jour ou Quantum of Solace. Même si je ferme les yeux à certains moments, mon seuil de tolérance a aussi ses limites. Et c'est bien pour ça que les producteurs et la directrice de casting se creusent autant la tête pour savoir qui saura renouveler la franchise et offrir une nouvelle direction à une décennie 2020 dont on sait déjà qu'elle sera totalement mouvementée. En attendant le 26e film, et vu qu'on risque d'attendre encore longtemps, on peut profiter de la chance d'avoir un personnage d'interprétation aussi diverses, qui peuvent à peu près toutes être considérées comme la meilleure selon vos critères personnels. C'est franchement assez fou. James Bond. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel Bond est votre chouchou. Afin que cette chaîne dépasse les 007 abonnés, n'hésitez pas non plus à cliquer sur ce bouton. Et vous pouvez aussi laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide le référencement. Si vous voulez entendre parler de plein d'autres sagas d'action très prochainement, et si vous avez vous-même des idées, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et jusque là, bon grillage de neurones.